Bonjour à tous, on attaque la table ronde suivante, Formation X.0, une nouvelle culture d'acquisition du savoir. Alors une des caractéristiques de la révolution digitale, c'est que les compétences sont de plus en plus rapidement obsolètes et qu'un métier, il est de plus en plus transversal. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, un salarié, il est obligé de se former tout au long de sa vie pour maintenir son employabilité et ses compétences. Alors concrètement, un salarié, il est obligé de se former à ce qu'on appelle des hard skills, par exemple la maîtrise d'un logiciel, la maîtrise d'une évolution législative. Actuellement, on peut penser au RGPD. Il est aussi obligé de se former à des possibles disruptions, actuellement la blockchain. Un salarié, il doit aussi se former à ce qu'on appelle des soft skills, par exemple la gestion de projet, le travail en équipe. Pour ça, il peut se reposer sur le digital, sur les MOOC. Il est maintenant lui-même maître de sa formation. C'est-à-dire que c'est lui-même qui est en capacité de se dire, ben voilà, moi, quelles sont les compétences que j'ai besoin d'acquérir à court terme. Et donc, les entreprises, les RH peuvent se retrouver court-circuitées par le digital. Alors, quelles sont les conséquences de cette formation X.0 pour les salariés, pour les entreprises? Quelles sont les bonnes pratiques à acquérir? Pour répondre à toutes ces questions, j'appelle sur scène les intervenants suivants. Armande Lepellec-Müller, qui est recteur de l'Académie de Rennes. Jean-Marc Tassetto, qui dirige le concepteur de MOOC Corp Academy. Olivier Gauvin, directeur de l'offre de formation chez Opcalia. François Tadei, qui est notamment directeur du centre de recherche interdisciplinaire. Olivier Midière du MEDEF. Et Julien Fanon d'Accenture pour une mise en contexte de 10 minutes. Bienvenue à tous. Pour ma part, je suis Lucas Jakubowicz, journaliste économique au Journal du Net. Je suis responsable des rubriques RH et management et je vais animer plusieurs tables rondes aujourd'hui. Voilà, tout le monde est installé, tout le monde est en place. Julien, c'est à vous. Merci Lucas. Alors, en bon consultant, normalement, j'ai quelques slides qui devraient s'afficher. Pas plus grand que ça. D'accord. Donc, effectivement, j'ai la lourde tâche d'ouvrir la table ronde avec un petit propos liminaire. On va essayer de tenir sous les 10 minutes. Et je me proposais de définir ce terme un peu ésotérique de formation X.0 avant de plonger dans le débat en lui-même. Je pense que le meilleur moyen de définir formation X.0, c'est de regarder la trajectoire de la formation sur les dernières années. Alors, on peut définir formation X.0 par opposition à la formation 1.0. Formation 1.0, c'est celle qu'on a tous connue à l'école, qui est bien ancrée dans le XXe siècle, avec un modèle majoritairement présentiel, un professeur face à ses élèves, avec un minimum d'interactivité. On a évolué vers la formation 2.0 qu'on a commencé à vraiment entendre au début du XXIe siècle, avec davantage de e-learning, davantage de vraiment l'entrée du digital qui permet l'ubiquité de la formation, donc diffuser directement la formation vers un grand nombre de participants. Cette notion aussi de just in time, ça veut dire que je pousse le contenu de formation au bon moment à la bonne personne et qui peut durer peut-être 5 minutes, 10 minutes par opposition à une semaine de formation sur un campus. Donc ça, c'est la formation 2.0 qu'on a vu apparaître il y a une vingtaine d'années. La formation 3.0, on la date de 2012. Alors 2012, c'est la date, c'est la naissance de Coursera, c'est la naissance de edX, donc c'est la naissance des premiers instituts qui ont proposé des MOOC. Donc faire sortir la formation de l'université et la rendre immédiatement accessible. Coursera, edX, je vous rappelle, c'est la possibilité à chacun d'avoir accès à des cours de Stanford, de Harvard, à n'importe quel endroit. La formation 3.0, elle devient mobile aussi. On a accès à la formation à peu près n'importe quand, n'importe où. Et puis surtout, c'est un changement des usages. C'est ça qui est intéressant, c'est que la formation sort du monde de l'entreprise. Tout à chacun est capable d'accéder à la formation. Et donc, il y a une prédominance, une prévalence de la formation de l'individu par rapport à la formation du salarié. Et aujourd'hui, ces usages commencent à être ancrés. On a une étude qui montre que 86% des managers aux États-Unis pratiquent le BYOL. Alors, BYOL, c'est quoi? C'est le Bring Your Own Learning. Ça veut dire que 86% des managers aux États-Unis vont chercher leur formation sur leur temps perso, ou en tout cas en dehors du monde de l'entreprise, en dehors du temps de travail.
Ça, c'est la formation 3.0. Alors, la formation 4.0 ou la formation X.0, c'est quoi? C'est une formation qui, selon nous, devient continue, devient stratégique pour l'entreprise, pour le salarié et pour la société, et devient fortement individualisée. Donc, pour détailler un tout petit peu ces sujets-là, en fait, on considère que la formation aujourd'hui, elle a croisé de plusieurs tendances, des tendances sociétales, économiques et technologiques. Et la première tendance, c'est l'évolution évidemment des métiers et des compétences. Donc des temps de cycle de compétences beaucoup plus courts. À titre d'exemple, le design thinking, il y a 4 ans et 5 ans, personne ne savait vraiment ce que c'était. Aujourd'hui, dans une entreprise, ou en tout cas dans une grande entreprise, si on n'est pas formé au design thinking, on a du mal à suivre certaines conversations. Les formations design thinking arrivent seulement dans l'entreprise, et déjà on considère que le design thinking est un concept qui devient un peu has-been, un peu galvaudé, et on est en train de passer à autre chose. Donc on est dans un monde avec des temps de cycle de compétences beaucoup plus courts. C'est un peu le paradoxe de la Reine Rouge dans Alice au Pays des Merveilles, avec un monde qui est de plus en plus vite. Il faut courir 2 fois plus vite pour avoir toujours un coup d'avance. Donc des temps de cycle toujours plus courts, donc une nécessité de se former quasiment en permanence. C'est aussi évidemment le développement de l'intelligence artificielle et puis l'obsolescence annoncée de certaines compétences. J'ai mis 47% des métiers menacés avec un point d'interrogation, parce qu'aujourd'hui les études s'enchaînent. 47%, c'est celle d'Oxford en 2014 qui considérait que 47% des métiers existants seraient fortement menacés par le numérique ou l'intelligence artificielle dans les 2 prochaines décennies. Alors les études s'enchaînent. France Stratégie dit que c'est 15%. Tous les cabinets de conseil vont de leur propre estimation. Ce qui est sûr, aujourd'hui, on ne sait pas quel est le pourcentage de métiers menacés, mais clairement, le numérique va menacer une certaine partie des compétences, celles qu'on les connaît. Et donc, il va falloir réinventer aussi des futurs ou des avenirs pour ces métiers. Donc voilà, la première tendance, c'est l'évolution des métiers et des compétences. La deuxième, c'est l'agenda stratégique des entreprises qui a besoin plus que jamais d'avoir des compétences au goût du jour. Aujourd'hui, quand on pose la question aux dirigeants, ils considèrent que le plus grand défi stratégique qui se présente à eux, c'est pas les technologies, c'est pas l'IT, c'est la formation de leurs employés. Ils considèrent que le plus grand défi, c'est d'avoir les bonnes compétences dans leur entreprise. Et ça, c'est relativement nouveau comme réponse. Ce qu'on considère aussi, c'est qu'on peut considérer que le digital est une menace pour certains employés ou certaines catégories d'employés, mais en fait, c'est aussi une formidable opportunité de gisement de carrière. Et je me réfère par exemple à l'étude qui est sortie l'année dernière par le Conseil national du numérique, voire même celle de cette année par BPI, qui montre le chemin formidable qui reste à parcourir par les ETI et les PME dans leur digitalisation. Donc il y a un potentiel d'emploi gigantesque dans les petites et moyennes entreprises pour développer l'agenda numérique. Puis la dernière tendance, c'est évidemment des tendances sociétales. Les comportements évoluent. Aujourd'hui, une grande partie des employés américains se déclarent être freelancers, se considèrent indépendants. On n'arrête pas de parler du développement de la force de travail contingente. Et donc de plus en plus, le salarié ou le collaborateur indépendant va s'imposer dans l'entreprise. Et donc ça veut dire qu'il est lui-même en charge de son propre développement, du développement de ses propres compétences. Il ne doit plus attendre de l'entreprise de développer ses compétences. Le salarié indépendant doit prendre en main son propre développement. Une autre étude intéressante, on pose la question chaque année, c'est une étude d'Accenture, chaque année on pose la question aux diplômés des grandes écoles qui arrivent sur le marché du travail, quelles sont vos attentes et quels sont vos plans par rapport à l'emploi. Et cette année, ils déclarent à 40% qu'ils ne comptent pas rester plus de 3 ans dans leur première entreprise. Donc on sait que l'emploi à vie c'est fini, l'entreprise à vie c'est fini, mais on constate aussi une accélération, alors, certaines personnes appellent ça l'infidélité par rapport à l'entreprise, je ne le mentionnerai pas comme ça, mais globalement on ne se projette plus à très long terme dans l'entreprise dans laquelle on commence, et donc ça veut dire aussi que ce n'est pas de cette entreprise qu'on attend le développement de sa propre employabilité. Donc les conséquences par rapport à la formation sont au nombre de 3, me semble-t-il. La première qui est que plus que jamais, la formation va devenir
stratégique pour l'entreprise. Jusqu'à présent, on peut considérer que c'était un outil de plus dans la boîte à outils des DRH. Aujourd'hui, la formation revient vraiment au centre de l'agenda stratégique des entreprises, parce que si l'entreprise n'a pas en temps réel les meilleures compétences, elle ne sera pas capable de faire face aux défis stratégiques qui se présentent sur son marché. Une statistique intéressante, c'est qu'on évalue que le besoin en corporate training va évoluer de 10% chaque année dans les 3 prochaines années, alors qu'il a relativement stagné au cours des dernières années. La deuxième conséquence importante, c'est que la formation devient vraiment un enjeu sociétal. Aujourd'hui, il faut absolument qu'on aide l'ensemble de nos concitoyens à prendre ce virage du numérique et à développer des nouvelles compétences. Je mentionnerai par exemple une société qui s'appelle Open Classroom, qui donne des formations en ligne. Open Classroom a reçu il n'y a pas très longtemps une dotation pour former tous les employés de la gig economy, donc les employés de plateforme, avec derrière l'idée que ces employés une certaine partie d'entre eux sont fortement précarisés, et donc il faut absolument les aider aussi à développer des nouvelles compétences. Donc ça devient un enjeu de société. Puis le troisième point, qui est le citoyen, l'individu, va devenir de plus en plus responsable de sa propre employabilité et va devoir définir des chemins de développement de compétences pour être capable d'apprendre tout au long de la vie, en se reposant de moins en moins sur l'entreprise. Donc effectivement, la formation des entreprises va continuer à devenir clé, mais aussi en étant capable de mixer cette formation donnée par l'entreprise par une formation qu'il va lui-même chercher sur d'autres médias. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a défini cette formation X.0. Alors effectivement, j'aurais pu mentionner qu'elle allait être aussi perfusée par de nouvelles technologies, l'intelligence artificielle qui va permettre de mieux prédire quelle est la bonne formation qu'il faut donner au bon moment, la réalité virtuelle qui va permettre d'immerger l'apprenant dans des contextes dans lesquels il va être capable d'apprendre. Mais il me semble que la formation X.0, au-delà de ces innovations technologiques, c'est vraiment ce changement de rôle dans la société qui est le plus important à considérer. Voilà, Lucas. Merci beaucoup. En tout cas, les idées fortes qu'on peut retenir de cette notion de formation X.0, c'est que le salarié il est au centre de sa formation, il est acteur, il est proactif, il prend les choses en main. Du coup, quelles sont les conséquences pour les services RH des entreprises, les services formation? Est-ce qu'ils n'ont pas un risque d'être dépossédés, Jean-Marc Tassetto? Je ne sais pas si c'est un risque. Moi, l'opportunité que je vois, c'est que les entreprises sont en train de reconnecter transformation et formation. J'ai passé plus de 25 ans dans des comités exécutifs de grands groupes. J'ai un peu honte de la place qui a été faite à la formation. De temps en temps, on donnait la parole au RH, histoire de dire qu'on avait parlé de formation. Et après, on repassait au sujet finance et vente. Donc, le moment, au sens momentum, extrêmement positif qu'on est en train de vivre, c'est... L'individu est un actif stratégique. Pour moi qui ai commencé ma carrière chez Danone, c'était le mantra du groupe et d'Antoine Riboud. Et il y a un changement de paradigme qui a été rappelé, qui est à partir du moment où on se projette dans une vie professionnelle où on aura de très nombreux emplois et de très nombreuses formes d'emploi, il faut effectivement qu'on repense totalement le paradigme de la formation et de la formation continue. Donc il faut que les RH se reposent des questions sur leur rôle et responsabilités, et d'ailleurs reviennent un peu au centre du jeu. Donc là, encore une fois, je le dis de façon très, très positive et très optimiste. Ce changement de paradigme, c'est si on essaie d'imaginer un monde en 3 axes. Il y a un axe job. Donc ça, tu l'as rappelé, on connaît les jobs d'aujourd'hui. On vit une 4e révolution industrielle qui, comme toutes les révolutions industrielles, détruisent des emplois. On est dans le cycle où on voit bien les emplois qui vont être détruits. On n'a pas encore tout à fait imaginé les emplois qui vont être créés. On sait qu'il y a de nouveaux emplois qui vont être créés. Ça a été le cas jusqu'à présent. Ce qui est caractéristique de cette révolution industrielle, c'est quand même sa vitesse. C'est quand même ça la dimension extrêmement traumatisante de cette révolution-là. Donc un axe job, je ne sais pas bien ce qui va m'arriver, il faut que je sois prêt. Un axe compétences, on était globalement beaucoup dans des cultures historiques de compétences dures, compétences techniques. Et il y a un sujet qui est en train d'émerger. On sait bien qu'à la fin, ce qui fait la différence, c'est quand même la capacité à travailler avec les autres, c'est quand même la capacité à exprimer ses idées, c'est quand même la capacité à, de façon très horizontale, à participer d'une intelligence collective. Donc sur l'axe compétences, cette notion de
compétences douces, les fameuses soft skills, que je préfère traduire par douce plutôt que molle, est un thème qui est en train d'émerger. Et puis il y a le troisième axe qui est l'individu, l'hyper-individualisation de la démarche. Et c'est là que les solutions digitales, entre autres, peuvent apporter ce qu'elles peuvent apporter, c'est-à-dire à la fois l'ultra-massification, dont on forme 75 000 personnes à l'échelle de la planète pour Schneider Electric, et en même temps, chacun doit être en capacité de consommer du contenu dans une forme pédagogique qui lui est adaptée. Donc on est aussi en train de sortir des modèles par lesquels on est tous passés, c'est-à-dire un protocole pédagogique unique, une même façon de dispenser le savoir de façon homogène à une population qui est censée être relativement homogène quant à la réceptivité de la pédagogie. Donc ce monde en trois axes, les jobs, ce qu'on voit et ce qu'on essaie d'imaginer, les compétences et le respect de l'hyper-individualisation du protocole d'apprentissage, ça amène évidemment les RH à repenser leurs fonctions, leurs responsabilités. On n'est plus dans le top-down, mais on n'est plus nulle part dans le top-down. On est dans des approches beaucoup plus opérationnelles. Et je pense que les RH vont être dans une mission beaucoup plus d'accompagnement, de conseil, de mise à disposition de solutions sourcées, identifiées, en capacité aussi de tester des choses, d'innover. Nous, on pousse beaucoup pour avoir des RH qui ont des capacités à innover. L'avantage du digital, c'est que vous pouvez mettre dans un coin, sur une plateforme, 30 apprenants, vous pouvez tester ce qui se passe pas. Si ça marche, vous continuez, si ça marche pas. Donc ces notions du digital et du web sur l'itération, ça aussi, ça peut faire partie des nouvelles missions des RH qui, pour moi, ont une responsabilité importante dans les années à venir. C'est une responsabilité qui est très importante, c'est un rôle finalement de conseil, d'accompagnateur. Alors j'imagine que dans les grands groupes, effectivement, il y a ce genre de compétences en interne. Ce qui est important, c'est que dans les TPE, les PME, il faut aussi se former. Et justement, Olivier Gauvin, dans les groupes de plus petite taille, quel rôle le RH peut avoir justement pour accompagner l'acquisition de ces nouvelles compétences ? Alors, très honnêtement, la difficulté dans les TPE-PME, c'est qu'il n'y a pas de RH, il n'y a pas de fonction clairement désignée. Et donc, comment on peut, quand on est un individu, un salarié dans une TPE-PME, quand on a un dirigeant d'entreprise, comment on peut aussi avoir accès aux mêmes ressources, aux mêmes dispositifs d'évaluation des compétences, de projets. Je rappelle toujours que pour nous, la formation est un investissement. Pour beaucoup aussi, c'est encore un coût. Et comment on arrive aussi à passer dans cette logique d'investissement. Et donc c'est aussi ça les enjeux. C'est comment un individu qui est dans une TPE-PME, dans n'importe quel territoire, où il y a la fibre ou pas, où il y a du réseau ou pas, peut avoir accès aux mêmes ressources. Et c'est aussi ça les enjeux de demain. Donc, quelqu'un qui s'occupe de la formation dans une TPE-PME, c'est souvent le dirigeant. Là, je pense que le digital peut être une solution parce que la mobilité est aussi un frein, des fois, à la formation. Ce que je dis souvent, c'est que l'aire de mobilité d'un individu, c'est 25 km autour de chez lui. Donc, le digital peut être une solution, mais ce n'est pas la solution. Parce que tout le monde ne peut pas faire de la formation à distance ou avec du digital. Et je pense que c'est aussi ça, un des enjeux. C'est comment on arrive à évaluer la capacité, la possibilité de quelqu'un en termes de motivation, d'endurance, pour s'engager dans un dispositif de formation, puisque les solutions formatives existent depuis. Vous citiez les. Alors moi, j'en cite 3, donc ça va être compliqué. Mais Open Classroom, Corp Academy, Cross Knowledge. Vous avez des ressources de formation, mais c'est comment, moi, individu, j'arrive à construire mon parcours de formation avec toutes ces ressources. Comment, en tant que dirigeant, j'arrive aussi à inciter mon collaborateur à se former, parce que je pense que c'est aussi ça un des enjeux. On parle beaucoup de flexi-sécurité, mais ça ne peut pas être flexible dans l'entreprise et sécurité de l'apprenant. Et donc c'est vraiment cette co-construction aussi. Mais c'est comment, dans une TPE-PME, j'arrive, mais dans n'importe quelle entreprise, mais peut-être a fortiori dans une TPE-PME, à aussi accompagner le dirigeant, parce que c'est lui qui va être aussi la clé pour pouvoir accompagner ses salariés dans le développement de leurs compétences. Et après, il va falloir pouvoir les capitaliser, parce que vous allez avoir des collaborateurs qui vont développer des compétences en dehors, ou parce qu'ils se sont formés, ils se sont auto-formés. Comment j'arrive à les valoriser, parce que peut-être qu'ils vont avoir des projets autres
Et donc c'est toutes ces questions qui vont maintenant arriver peut-être d'une force beaucoup plus prégnante, tout simplement parce que le digital ou la formation à distance ouvre beaucoup plus d'options. Donc le rôle, je pense, un de nos rôles à nous, c'est de pouvoir mieux accompagner encore les TPE-PME dans cette logique de capitalisation, de définir des projets. Quand on dit que des métiers vont disparaître, des nouveaux vont apparaître. Alors moi je ne suis pas pessimiste, parce que de fait ça a toujours été un peu comme ça. Mais c'est comment j'arrive à accompagner le dirigeant de l'entreprise dans cette projection pour que, in fine, il arrive à adapter les compétences par rapport à son projet d'entreprise. Et qu'il arrive aussi à inciter, et je pense que c'est aussi ça l'enjeu, à inciter ou accompagner ses salariés dans leur projet de formation. Il y a aussi un autre point important, c'est qu'effectivement, les RH vont inciter les salariés, effectivement, vous l'avez très bien dit, à se former en ligne. À la fin de ces formations, bien souvent, ils ont un certificat, ils ont une reconnaissance. Mais aujourd'hui, sur le marché de l'emploi, est-ce que ces certificats, ces reconnaissances sont suffisamment reconnus par les employeurs ou pas ? Jean-Marc Tassetto, par exemple. Ouais, moi, regardons un phénomène qui s'appelle le LinkedIn. Si LinkedIn a racheté lynda.com pour un peu plus d'1 milliard de dollars, c'est pas pour rien. Après, ils se sont bien vendus à Microsoft. Donc, et moi, sur mon profil LinkedIn, je sais pas, il y a une communauté qui vient poster des cartes, qui vient commenter sur mes compétences à moi. Donc, on est en train de sortir et on dit au RH, vous allez recruter des collaborateurs qui ont 1 ou 2 diplômes pour la plupart d'entre eux, tout un tas de certificats, et puis qui auront aussi posté sur leur profil LinkedIn ou sur leur sujet le fait qu'ils sont allés suivre tel ou tel cours sur telle ou telle plateforme. Donc le paradigme de j'ai une formation, et d'ailleurs dans notre beau pays, 30 ans après, on vous demande quelles études vous avez faites, voir quels étaient vos classements de sortie pour les grandes écoles les plus prestigieuses. Voilà, tout ça pour moi va exploser, voler en éclats, parce qu'évidemment on aura des profils beaucoup plus polymorphes. Ce qui va aussi renvoyer des questions sur le recrutement, les modalités de recrutement, l'intelligence artificielle appliquée au recrutement. On déploie, nous, par exemple, des cours pour préparer au recrutement. C'est-à-dire plutôt que d'aller sur le site web de l'entreprise une demi-heure avant l'entretien, vous avez la possibilité d'avoir accès à un MOOC qui préqualifie l'entretien des deux côtés. D'ailleurs, donc moi, je suis très excité par tout ce monde qui reste à inventer, qui remet l'individu au cœur de son projet. Et la force du digital, c'est effectivement d'apporter des solutions. Je voudrais juste dire que, c'est le fils d'institutrice qui parle, je crois beaucoup au présentiel en complément du digital. Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Il ne faut pas qu'on pense, qu'on voit, et je crois que c'est une conviction que nous partageons sur ce panel, qu'on pense à un monde où on n'est plus jamais en interaction avec un sachant. C'est au contraire, le digital peut tout à fait préparer de façon efficiente une interface avec un sachant, parce qu'à la fin, c'est quand même ça qui restera. C'est ce qui se passe assez souvent avec les formations qu'on appelle les formations blended learning, c'est-à-dire qui mixent du présentiel et du digital. Toujours est-il que le digital, il a un rôle de plus en plus important dans la formation, et ça suppose en fait en amont d'acculturer les futurs salariés, notamment, on va dire, dès l'enseignement primaire, secondaire. C'est ce que fait déjà l'éducation nationale, n'est-ce pas, Armande Le Pellec-Müller ? Alors déjà, merci beaucoup de votre accueil. Et si je posais une question tout à l'heure au sujet des recteurs, c'était simplement de savoir s'ils avaient pour habitude de venir dans vos universités d'été, de vos universités du numérique, plutôt que de se poser la question des liens des recteurs avec le MEDEF. Je les pratique suffisamment depuis très, très, très longtemps. Et je n'ai pas attendu d'être recteur pour ça. Pour savoir qu'en effet, pour pouvoir avancer, y compris dans ces sociétés en pleine transformation, on ne peut le faire que collectivement, en se posant les bonnes questions collectivement, à la fois institutions, à la fois système éducatif, partenaires des collectivités territoriales, et puis bien sûr les liens avec le monde économique à travers ces différentes représentations. Moi, je voudrais revenir quand même sur la problématique. Excusez-moi, dans un premier temps, et puis après, on rentrera dans un peu plus de détails. Au fond, la problématique, et vous parlez beaucoup de changement de paradigme, alors elle est intéressante, liée à la transformation numérique, parce que ça bouleverse tout.
Ça bouleverse à la fois les technologies, ça bouleverse avec l'intelligence artificielle, avec la robotique. Voilà, on voit bien de quoi il s'agit. Ça bouleverse aussi les pratiques. C'est-à-dire que ça bouleverse aujourd'hui des pratiques au sens des communautés qui se construisent, au sens du fait qu'on est dans des réseaux. La question du nomadisme, c'est-à-dire être à la fois à un lieu et puis dans un autre et être quand même connecté. La question des enjeux sociétaux. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on en a parlé tout à l'heure avec Pix. Des enjeux sociétaux à la fois en termes d'éthique, le transhumanisme, en termes de sécurité, la question de la protection des données, la manière dont on rend public des données, les questions de droit à l'oubli, mais ce sont des sujets au fond tout cela, en plus des enjeux économiques évidemment, mais de positionnement stratégique, mais au fond, tous ces bouleversements, ils s'appliquent de la même manière à un individu, à une société, à une entreprise, au système éducatif. On le regarde, ce système éducatif, au niveau scolaire et supérieur, en disant « oui, mais que faites-vous ? Vous êtes là pour préparer aussi demain. » Et au fond, préparer demain, c'est de permettre à nos jeunes, tout simplement, alors de la manière la plus équitable possible, de pouvoir être des acteurs, et des acteurs avertis de cette transformation, pour qu'il n'y ait pas de repliement sur soi, pour qu'on n'ait pas, je dirais, des gens un peu passifs, parce qu'il y a danger aussi de ce point de vue. Donc la problématique, elle est assez claire et assez simple, qui est, au fond, comment on met en place un système de formation qui permet à chaque individu de s'orienter et de se former tout au long de la vie, et de profiter de toutes les opportunités de s'orienter et de se former tout au long de la vie. Et c'est vrai que la notion de compétence, au fond, devient un sujet au cœur qui lie à la fois l'individu, l'entreprise, le système de formation. Et la question des compétences, c'est à la fois en effet des compétences très techniques, je vais y revenir, et en même temps des compétences qui sont plus transversales, qui ont pu être à un moment donné appelées des savoir-être, mais qui sont aussi je dirais, des compétences en termes d'agilité, en termes de vivacité intellectuelle, en termes d'innovation, d'imaginaire, de créativité. Et puis surtout, le paradigme fondamental qui se pose, c'est celui des pratiques coopératives et des pratiques collaboratives. Et sincèrement, pour le système éducatif, s'il y a bien un enjeu fondamental, c'est celui-là. Mais je pense que c'est un enjeu fondamental pour le système éducatif, mais tout autant pour les entreprises. Alors, dans cette dynamique, évidemment, qu'est-ce qu'on peut apporter ensemble ? Vous avez parlé d'acculturation, c'est d'essayer de définir ensemble ce qu'on offre à chaque jeune comme opportunité pour construire ses compétences. Je suis d'accord avec vous, le numérique, ce n'est pas moins d'enseignants. Je ne sais pas comment on peut construire des compétences qui sont ce que je sais faire de ce que j'ai acquis si à un moment donné je ne construis pas des connaissances, si je n'acquiers pas des connaissances. C'est-à-dire que la liaison entre les connaissances disciplinaires, parce qu'on n'en parle pas beaucoup ici, et puis ces compétences un peu transversales, ça c'est le sujet qui est au cœur en effet de la formation au sein du système éducatif. L'intérêt du numérique, c'est qu'il rebat les cartes dans la manière dont on fait interagir ces enseignements un peu didactiques et la pédagogie. Alors c'est vrai, aujourd'hui, lorsqu'on regarde du côté des apprentissages scolaires, il y a beaucoup de transformations. Lorsqu'on regarde du côté de la formation des enseignants, il y a beaucoup de transformations. Et puis il y a beaucoup de transformations aussi autour de ces écosystèmes que nous devons construire ensemble, au sein desquels on fait réagir formation, recherche, innovation. Je vais juste revenir sur la culture, la question de la culture commune, du socle commun. Moi, j'ai vécu des expériences exceptionnelles sur des questions de programmation, d'usage des robots en classe de maternelle.
en classe de cours préparatoire, où nous sommes dans la sensibilisation à la programmation, qui permet aux élèves simplement de s'acculturer avec ces histoires de la pensée algorithmique. Donc, coder, c'est important. Coder, on le fait dès le plus jeune âge, mais en même temps, décoder, c'est tout aussi important. C'est-à-dire connaître les enjeux qui sont derrière. J'ai parlé d'éthique tout à l'heure, c'est-à-dire la construction de cette cyber-citoyenneté. Donc, c'est à la fois, je dirais, des compétences techniques pour savoir coder et encoder. C'est à la fois des compétences transversales pour savoir quel sens ça a de pouvoir produire de la donnée à voir, ce sont des réseaux sociaux sur le net, et en même temps des questions de protection de données et en même temps des questions d'éthique. Donc la question de la cyber-citoyenneté, c'est à la fois ce qu'on apprend en termes de connaissances, de compétences techniques, et en même temps ce que l'on donne à voir en termes de maîtrise des enjeux. Sur ce sujet, le ministre tout à l'heure l'a rappelé, nous allons avoir en lycée un enseignement de tronc commun, et je dis bien de tronc commun, dans le domaine des humanités scientifiques et numériques, qui permettront à la fois d'avoir une acculturation dans le domaine du codage, de la programmation. Moi, j'ai vu des jeunes, par exemple, qui étaient capables de programmer des drones, ce qui est d'une complexité exceptionnelle dès le collège. Donc les choses avancent. Et puis en même temps, il faut que ces enseignements spécifiques de tronc commun permettent aux élèves de se sentir bien, de s'épanouir dans une société qui change très vite, dans une société dans laquelle on va leur demander aussi d'avoir des positionnements spécifiques d'un point de vue de l'éthique et de la protection de la sécurité des données. C'est un sujet qu'on partage avec les entreprises. Donc la question, à un moment donné, des compétences, ce sont bien celles qu'on définit collectivement. Et PICS est très intéressant dans ce domaine parce que qui dit acquisition dit évaluation. Et PICS, alors moi je lui donnerai une valeur supplémentaire, c'est que c'est à la fois l'évaluation et la certification. On voit que c'est complexe, hein, mais on est en accord avec les référentiels européens dans le domaine. En même temps, ça peut être un instrument de formation. C'est-à-dire que comme PICS donne des informations aussi sur du collectif, c'est-à-dire individuel sur les élèves, dans la maîtrise de l'ensemble des compétences, il y a 5 registres de compétences. Dans le même temps, ça permet aussi de regarder collectivement comment on peut faire avancer des groupes d'élèves dans une pédagogie différenciée qui permet de répondre à chacun au regard de son besoin. Donc je dirais PICS, ça m'intéresse à la fois sur la partie formation, y compris des enseignants, et la partie certification et la partie évaluation. Et puis tout à l'heure, je parlerai, parce que j'ai déjà parlé trop longtemps, de la formation des enseignants et de la manière dont on crée ensemble ces écosystèmes où, avec le monde économique, les chercheurs, les dispositifs de formation, quels qu'ils soient, y compris en apprentissage, les pôles de compétitivité, on se lance le défi, en effet, de l'évolution des compétences, de l'obsolescence, mais en même temps aussi de la montée en gamme. Il ne faut pas oublier les cadres. C'est-à-dire que les questions de management dans des hiérarchies qui ne sont plus verticales et horizontales, ce sont des vrais enjeux et ce sont des vrais sujets. Merci beaucoup. Donc, on l'a bien compris, cette notion de formation X.0, elle concerne les salariés, les entreprises, elle concerne aussi l'enseignement. Pour vous, François Taddei, quelles sont finalement les principales conséquences et les principaux enseignements à tirer de cette théorie de formation X.0 ? Je pense que une formation X.0, pour moi, c'est une formation X plus 1.0. C'est-à-dire que c'est une formation qui fait un update régulier. C'est une formation qui ne se fiche pas. On ne va pas inventer aujourd'hui la solution qui fonctionnera pour tout le 21e siècle. C'est une formation qui, en permanence, est capable, comme vous parliez de la Reine Rouge tout à l'heure, d'incrémenter et d'accélérer, ou en tout cas de s'adapter aux besoins que les individus et les collectifs, les organisations et l'ensemble de la société sont capables de voir. Donc je pense que ça, c'est le premier point. C'est une formation qui a appris, en fait, qui a appris comment est-ce qu'on peut se transformer. On parle beaucoup des compétences des salariés en disant qu'ils doivent avoir appris à apprendre, mais ça doit être vrai des organisations. Ça doit être vrai de l'ensemble de la société. Et donc, une formation X.0, elle inclut ça. Elle inclut une société apprenante. Elle inclut une capacité
de chacun individuellement et collectivement à se repenser en se demandant mais qu'est-ce qu'on faisait bien jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux demain et quels sont les défis auxquels il va falloir faire face, typiquement l'arrivée de l'IA, de la robotique et autres, et comment est-ce qu'on va tirer le meilleur du capital humain que l'on représente collectivement. Donc là, je pense qu'il y a des vrais sujets et personne ne peut prétendre avoir la réponse. Et donc, il faut arriver à mobiliser l'intelligence collective. Et donc, c'est typiquement un lieu dans lequel on doit pouvoir réfléchir collectivement à ces sujets. On nous a rappelé tout à l'heure les pourcentages de métiers qui vont disparaître. On nous a évoqué le fait que quelques-uns vont apparaître. Personne ne sait ce que seront les métiers de demain. Mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de les inventer collectivement? De toute manière, c'est ce qui va se passer. Est-ce qu'on peut s'organiser pour être parmi les premiers au monde à faire naître ces nouveaux métiers? Parce que si on a formé un jeune à inventer des métiers, il y a moins de chances qu'il soit au chômage, typiquement. Donc je pense que ça fait partie des besoins qui sont essentiels. Et il faut le faire avec tout le monde. Donc moi, je suis en train de faire un rapport pour le gouvernement. Et de manière intéressante, non seulement le ministère de l'Éducation nationale est intéressé, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, mais aussi la ministre du Travail. Et même la ministre de la Culture, sans parler du numérique. Et les Affaires étrangères. Parce que, en fait, aujourd'hui, ça concerne absolument tout le monde. Et donc, on a besoin de réfléchir à ces dynamiques. Et je vais peut-être parler plus. Il y a 5 grands types de préconisations dans le rapport. Il y en a sur les territoires. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire apprenant? Comment est-ce qu'on mobilise l'ensemble des acteurs? Vous parliez d'écosystème local. Comment est-ce que les entreprises, les collectivités publiques, l'éducation nationale, le périscolaire, etc., comment est-ce que tous ces acteurs, les familles, peuvent se mobiliser pour ne laisser personne sur le côté? Et il y a malheureusement aujourd'hui beaucoup trop de gens qui sont sur le côté. Il y a un plan d'investissement dans les compétences qui est censé essentiellement les cibler pour les aider à revenir, et je pense que c'est important. Mais le problème, c'est de ne pas être... Aujourd'hui, il y a 2 millions. Est-ce que demain, il y aura 15 millions de gens qui auront besoin de ce genre de choses? Comment est-ce qu'on anticipe au maximum? Comment est-ce qu'on se mobilise? C'est un problème qui va tous nous concerner. Donc, sur les territoires, je pense qu'il faut savoir le faire. Il y a un aspect sur la recherche. Moi, je viens de la recherche biomédicale. On investit 30 fois plus dans la recherche biomédicale que dans la recherche sur les nouvelles manières d'apprendre. Alors que le budget de l'éducation et le budget de la santé, c'est grosso modo le même. Et l'importance sociétale, c'est évidemment du même ordre de grandeur également. Donc on a besoin de ça. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Et on a besoin de mobiliser l'ensemble des disciplines. Pas simplement les sciences de l'éducation, mais aussi les sciences cognitives, le numérique, l'intelligence artificielle et les sciences humaines, etc. Donc on a besoin de tous ces aspects. On a besoin de l'éthique par rapport à ça. On va avoir des datas. Il va falloir avoir des vraies réflexions sur nos traces et avec qui on a envie de partager. Je ne vous commande pas l'actualité, vous la connaissez. C'est extrêmement important de faire très attention à ces choses-là. Et on a besoin d'avoir une politique publique, au moins nationale et probablement même européenne et globale. On a besoin de réflexion. Donc on a besoin de discuter avec nos amis européens, on a besoin de discuter avec l'UNESCO, on a un GIEC pour penser l'avenir du climat. Et ben moi je pense qu'on a besoin de l'équivalent du GIEC pour les compétences et les nouvelles manières d'apprendre. Et donc on a besoin de mobiliser l'ensemble des chercheurs de l'ensemble des disciplines, de l'ensemble des pays pour penser quelque chose qui va arriver plus vite encore que le changement climatique. L'IA et la robotique, c'est déjà là en partie, et ça ne va faire que s'amplifier. Donc on a vraiment besoin de se positionner par rapport à ça. On a besoin donc de cette recherche. On a besoin de développer une manière de faire monter en compétence l'ensemble des acteurs. Donc on a beaucoup parlé des salariés. On a commencé à évoquer les cadres eux-mêmes, évidemment, mais on a besoin de former les formateurs. Il y a 1 million de formateurs aux alentours de l'éducation nationale, mais dans la sphère privée, il y a aussi beaucoup de formateurs. Dans l'enseignement supérieur, il y a énormément d'enseignants-chercheurs. Mais qui les a formés? Et qui les aide à repenser ce que c'est que d'être formateur ou enseignant ou mentor aujourd'hui? Comment est-ce qu'on développe ces nouvelles compétences? Donc il y a des enjeux qui sont cruciaux. Et il y a évidemment les enjeux sur le numérique. Sur le numérique, on a aujourd'hui des outils qui, pour beaucoup, nous viennent de Californie. Vous parliez de LinkedIn tout à l'heure, et il y en a bien d'autres. On en a quelques-uns qui sont français. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir une stratégie nationale par rapport à ces outils? Donc on a besoin d'une stratégie d'intelligence artificielle. Je dirais qu'on a aussi besoin d'une stratégie d'intelligence collective. Et on a besoin, évidemment, dans cette stratégie d'intelligence collective, d'intégrer les intelligences des humains et des machines pour penser cette coévolution. Et on a besoin, je pense, on laisse beaucoup de traces, mais ces traces, elles ne sont pas mises à notre service.
Elles sont mises au service de régies publicitaires qui nous ciblent telle ou telle chose. Comment est-ce qu'à l'heure du numérique, comment est-ce qu'on redéfinit le connais-toi toi-même ? C'est aussi vieux que les Grecs, vous vous en souvenez, mais le connais-toi toi-même à l'heure du numérique, on devrait avoir un miroir numérique qui nous aide à savoir d'où on vient et qui nous aide à imaginer où on va, individuellement et collectivement. Je pense qu'on a besoin d'un GPS de la connaissance, pour utiliser une expression que vous comprendrez peut-être de manière intuitive. Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on veut aller ? Quelle est notre trajectoire ? Quelles sont les options qui nous sont offertes ? Quels sont les chemins qui sont ouverts et vers quoi est-ce qu'ils mènent ? Honnêtement, ce genre d'outils, en fait, ils sont à notre disposition aujourd'hui, ou en tout cas, on peut les créer si tant est qu'on s'en donne les moyens individuellement et collectivement, et tout en respectant évidemment notre éthique. Vous avez parlé de Bring Your Own Learning. Effectivement, on apprend dans 1001 environnements. Donc il y a les environnements formels, scolaires, qui nous ont diplômés pour au moins certains, et puis il y a tous les environnements informels. L'entreprise en étant l'un d'entre eux, mais on apprend en lisant le journal, on apprend en ayant une discussion avec des collègues ou avec des amis, on apprend en voyageant, on apprend dans 1001 endroits. Donc comment est-ce que l'ensemble de ces traces, si vous avez un carnet de l'apprenant comme vous avez un carnet de santé, vous pouvez beaucoup plus facilement garder l'ensemble de votre trajectoire et penser votre avenir. Encore une fois, tout en protégeant votre vie privée. Mais c'est ce qu'on fait pour le carnet de santé. Votre carnet de santé, il n'est pas à la disposition de tous. Vous avez un numéro de sécurité sociale. Donc on a un numéro dans le CPF, on a un numéro à l'éducation nationale. Je pense qu'on peut lier ces numéros et on peut inciter les gens à y mettre non seulement leurs apprentissages formels, mais aussi leurs apprentissages informels. Parce que tout ce que vous avez appris en jouant, par exemple, est peut-être un meilleur prédicteur d'un certain nombre de vos compétences, y compris professionnelles, y compris la capacité à coder, par exemple. Et donc ça, je pense qu'il faut le dire. Et il faut éventuellement, au passage, raccrocher un jeune qui peut être décrocheur, mais qui peut être un excellent codeur. Et qui n'en a pas forcément conscience du fait qu'il a énormément de capacités. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de penser ces sujets. Et je finirai par quelque chose qui est peut-être plus encore au cœur de la discussion ici, qui est une des propositions de créer des labos des métiers de demain. On a dit qu'il y avait des métiers à inventer. Mais qui va les inventer ? Eh bien, c'est l'ensemble des acteurs qui souhaiteront se réunir pour travailler là-dessus. Ça ne sera probablement pas une personne toute seule. Moi, je crois assez peu à ce genre de choses. C'est des collectifs. Et pour vous donner une illustration de ce que ça peut être, un Fab Lab, c'est en partie un labo des métiers de demain du faire. Mais si vous êtes dans les métiers de demain du soin, ou dans les métiers de demain du transport, ou dans les métiers de demain de l'alimentation ou des matériaux, où est-ce que vous allez travailler, avec qui vous allez discuter. Et vous pouvez discuter. Si vous êtes seul dans votre TPE à vous intéresser à cette question, vous n'allez pas y arriver. Si vous êtes dans un grand groupe où tout est cloisonné, vous n'avez pas le droit de discuter même avec les gens du bureau d'à côté, ça ne va pas marcher non plus. Donc il faut créer des lieux dans lesquels on puisse tous aller, y compris des étudiants qui ont une espèce de créativité. Le pic de créativité, il est aux alentours de 5 ans, il y en a un deuxième aux alentours de 15 ans. Donc on a aussi besoin de travailler avec les plus jeunes, leurs imaginaires, y compris avec des artistes qui vont nous aider à penser beaucoup plus loin que ceux qu'on a tendance à faire seuls. Donc c'est vraiment mobiliser l'ensemble des intelligences et le faire dans une logique où on cherche des logiques gagnant-gagnant, on ne cherche pas à opposer le public, le privé, la bureaucratie, et enfin, je passe un certain nombre de discours convenus sur ces sujets. On a vraiment besoin de mobiliser toutes les énergies et de le faire de manière aussi ouverte que possible. D'accord, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Armande Lepellec-Müller. Mais vraiment très rapidement, pour être très très concrète sur la dynamique ouverte par François Tadei, c'est la question des territoires apprenants. Rassembler l'ensemble des acteurs et des énergies. Donc, par exemple, dans le cadre des programmes investissement d'avenir, nous avons pu créer des Lavin Labs, et en Bretagne, nous en avons un que nous montons avec la région, les 4 départements, 4 villes, l'ensemble des entreprises avec lesquelles, je dirais, nous sommes en relation très très concrète. Et ce que nous créons, ce sont des coopératives pédagogiques numériques associées à des plateformes d'échange qui permettent à la fois aux chercheurs, aux chefs d'entreprise, aux salariés, aux parents, aux enseignants, de pouvoir trouver en fait dans un lieu commun, dans un rapport de proximité, l'ensemble des outils numériques qui permettent de construire des compétences, et des compétences finalement qu'on partage, entreprises, enseignants,
parents, élèves, et donc ces coopératives pédagogiques numériques, en lien avec ces grandes plateformes qui permettent en fait d'échanger sur ce qui est important dans ce domaine, c'est par exemple les ressources. Comment on produit de la ressource pour provoquer ce travail sur les compétences, pour provoquer ce travail sur les métiers de demain, sur se projeter, inventer, innover. Deuxième exemple, les campus des métiers et des qualifications. Nous avons des campus des métiers et des qualifications, usines du futur, où on parle cobot et pas uniquement robot. On a des campus des métiers et des qualifications de l'agriculture, dans lequel on parle de l'agriculture numérique. Il y a des pôles robotiques dans ces campus des métiers et des qualifications. Nous avons des campus des métiers de qualification du bâtiment, dans lequel, évidemment, le BIM prend une place particulièrement importante, dans lequel le bâtiment intelligent prend une place importante. Donc ce sont bien en fait des réseaux dans lesquels, au fond, il est indispensable de retrouver à la fois les enseignants, à la fois les inspecteurs, parce qu'à l'éducation nationale, c'est important sur les référentiels métiers, en même temps les entreprises, en même temps les chercheurs, les start-up, tout autant que les grands groupes pour les entreprises, c'est-à-dire en fait des écosystèmes dans lesquels à la fois on répond, grâce aux informations qu'on a, aux besoins réels en termes d'emploi sur le territoire, et en même temps on se projette sur demain, puisque les pôles de compétitivité sont dans ces campus des métiers et des qualifications. Merci. Moi, vraiment, ce que je retiens de vos deux propos, c'est deux mots-clés. Travailler en réseau et mobiliser l'intelligence collective. Et justement, toutes les innovations qui arrivent actuellement, comme le machine learning, comme l'adaptive learning, est-ce que c'est des bons moyens, justement, de favoriser la formation et l'acquisition de nouvelles compétences? Jean-Marc Tassetto, vous qui utilisez beaucoup l'adaptive learning, par exemple. Oui, alors l'adaptive learning, c'est un moyen en utilisant toute la partie data, le début de l'intelligence artificielle. Il faut qu'on soit un peu humble sur la réalité de l'intelligence artificielle appliquée à l'éducation à date. Mais oui, l'adaptive learning, pour reprendre mon monde en 3 dimensions, c'est comment je m'adapte à l'apprenant. Comment, sur le même thème, la blockchain, le design thinking, prendre la parole en public, chacun d'entre nous a un niveau de compétence et d'expérience sur le sujet bien spécifique et une façon d'apprendre bien spécifique. La deuxième chose que je voudrais dire, une des vertus du digital, c'est je vis dans un petit pays de plein emploi, 3,5% de taux de chômage. Les pays de plein emploi à l'échelle de la planète sont des pays qui ont consacré beaucoup de focus aux PME. Je trouve que dans notre beau pays, on est dans une culture très grand groupe et très start-up. On sait tous que ce sont les PME qui, pas vous, mais ce sont les PME qui créent l'emploi. Ce sont les PME qui, c'est pas les grands groupes qui créent de l'emploi sur le territoire. Ça peut être une partie de start-up. Nous, on a 55 collaborateurs au cœur de Paris, mais l'enjeu, c'est les PME. Et la vertu du digital, c'est que le collaborateur d'une PME ou un dirigeant de PME peut donner accès ou avoir accès à la même qualité de cours, de contenu et de pédagogie qu'un cadre dirigeant de grands groupes du CAC 40 ou du Fortune 500. Et ça, c'est nouveau sur notre plateforme. Les meilleurs apprenants sur le cours de culture digitale chez Pernod Ricard étaient un manutentionnaire de l'entrepôt de Cognac. Finalement, le digital permet une égalité d'accès aux compétences. On va employer le grand mot une fois, mais la démocratisation de l'accès au savoir, la désiloisation, c'est quelque chose qui est connu. Et comme l'enjeu, c'est la compétitivité des PME, et que cette compétitivité passe par la formation au service des grands chantiers de transformation, une des vertus digitales, c'est quand même de donner accès à... Dans les grands groupes, il y a tout ce qu'il faut. En général, les groupes investissent entre 2 et 3% de la masse salariale. Pour certains d'entre eux, c'est même beaucoup plus. On envoie les cadres dirigeants ou les hauts potentiels dans des séminaires qui vont bien jouer en Josas ou sur des campus américains. Le sujet, pour moi, c'est pas celui-là. Le sujet, c'est comment on arrive à transformer un tissu de PME pour les rendre encore plus compétitives. Alors, ceci est un sujet, justement, ce sujet de démocratisation, d'accès aux compétences. Il a été pris, on va dire, à bras-le-corps récemment par le gouvernement avec le projet de réforme de la formation professionnelle qui n'a pas encore été tout à fait présenté. Vous, Olivier Gauvin, est-ce que vous pensez justement que ce projet de réforme il permettra de se reposer sur le digital d'une part et ensuite de favoriser la démocratisation de la formation ? Alors, je suis peut-être le moins bien placé à cette table pour en parler. Les OPCA sont en première ligne. Oui, mais en fait, pour être franc avec vous,
ce qui est dit aujourd'hui, c'est des choses que l'on fait chez Opcalia depuis des années. Quand on parle d'accès à la formation, de simplification, de démocratisation, depuis 10 ans, je développe et on développe chez Opcalia une plateforme pour faciliter l'accès à la formation pour les TPE-PME dans la mode alors c'est un peu galvaudé aussi, mais à la logique d'un Booking.com ou d'un TripAdvisor ou d'un Netflix, vous le prenez comme vous le voulez, pour faciliter l'accès à la formation, parce qu'on s'était toujours dit, la formation, qu'elle soit en présentiel, multimodale, à distance, pour le dirigeant de TPE-PME, quand il veut former un collaborateur ou quand un collaborateur veut se former, comment trouve-t-il l'offre de formation? Et donc, ce sont des choses que l'on fait depuis plusieurs années. Et donc, on va encore accentuer ça grâce à la data, éventuellement, en respectant bien sûr les données personnelles, mais pouvoir aussi tout simplement dire à des dirigeants, voici ce que font les entreprises dans votre territoire, dans votre secteur, dans votre branche, pour leur donner des idées, dire à des salariés, voici ce que font d'autres collaborateurs, d'autres individus sur des parcours de formation. Et nous, notre objectif, c'est que, comme le disait Jean-Marc, c'est que nos entreprises, elles aient autant accès à des formes de formation innovantes ou différentes, même si elles sont dans des TPE-PME, parce que quand je suis dans un grand groupe, souvent mon DRH ou mon entreprise m'apporte ça. L'idée, c'est que nous, on va apporter aussi, on apporte depuis des années aussi ces solutions formatives aux TPE-PME. Et dans mon autre casquette d'offre de formation, j'accompagne aussi les organismes de formation, puisqu'on en parlait, dans cette logique de digitalisation. Parce qu'ils sont aussi face à un nouveau monde. Ils ont plein de questions, ils ont plein d'enjeux. Déjà, le premier, c'est est-ce qu'il y a un marché en face? Parce que si je suis dans un secteur privé, à un moment, il faut que je vende de la formation. Donc, est-ce que quelqu'un va acheter ma formation? Donc, pensez déjà à leur modèle économique. Pensez aussi à accompagner leurs formateurs et l'ensemble des collaborateurs de l'organisme de formation. Mais je trouve qu'il y a plein grâce au numérique, il y a plein de belles choses qui sont en train de se créer, des choses innovantes qui remettent aussi l'apprenant au centre de la formation. Et je sais qu'après, vous parlez aussi de la formation en situation de travail. Et je pense que ça va permettre aussi de pouvoir aussi remettre la situation de travail dans la pédagogie ou dans la formation. Et c'est là où le numérique est très intéressant, parce que ça permet de faire le lien entre tout. Mais comme on le dit souvent, ce ne sera pas la solution. Et il ne faut pas non plus dire que le présentiel a encore, je pense, beaucoup d'avenir. Et il faut remettre aussi, je pense, vous l'avez dit, le territoire au centre des choses, parce que les individus sont dans un territoire. François Tadeille. Je pense qu'on a besoin d'arrêter d'opposer effectivement numérique et présentiel et d'aller au-delà de qu'est-ce que ça veut dire blended learning que vous évoquiez tout à l'heure. Je pense que en fait, chacun d'entre nous apprend plein de choses dans différents endroits. Il faudrait pouvoir cartographier ce qu'on apprend le mieux dans chaque endroit. Et il y a des choses qu'on apprend bien que face à face, il y a des choses qu'on apprend bien. J'en discutais récemment avec le doyen de la faculté de médecine à Paris-Descartes. Ils ont 500 étudiants inscrits, ils en ont 20 dans l'amphi, quand ils ont un bon prof, et néanmoins ils réussissent leurs examens. Donc clairement, ils ont appris ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils ont appris et où est-ce qu'ils l'ont appris? Est-ce qu'ils peuvent et ils mutualisent, mais ils mutualisent uniquement sans que la fac le sache. Donc est-ce qu'on peut pas juste avoir des plateformes dans lesquelles on voit ce qu'ils apprennent? Mais cette plateforme, elle est intéressante pas simplement pour les étudiants en médecine de Paris-Descartes, elle va être intéressante pour tous ceux de France et puis tous ceux du monde et puis aussi pour les médecins qui ont besoin de remettre à jour régulièrement leurs connaissances. Et la question, c'est comment est-ce qu'on garantit la qualité de ce qui circule? Et ça fait partie des problèmes. Traditionnellement, dans le modèle hiérarchique, on dit tout ce qui vient d'en haut est forcément vrai, etc. Évidemment, ça marche plus complètement. Donc on a besoin d'autre chose, surtout quand on a tout en haut des gens qui disent plus ou moins des choses intéressantes, en particulier de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, il y a besoin de faire un peu attention à ça. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, donc la proposition, c'est d'aller vers des formes de triple A de la connaissance, et probablement même, il y a peut-être d'autres A. Mais le premier A, c'est est-ce que les apprenants considèrent que c'est une ressource qui leur a aidé à apprendre? Le deuxième, c'est éventuellement des enseignants qui disent effectivement c'est une ressource dont nous garantissons dans notre rôle de curation la qualité. Et le troisième, c'est par exemple des professionnels.
des chercheurs qui vont dire si oui ou non ces connaissances sont utiles dans la pratique professionnelle et est-ce qu'elles sont valides d'un point de vue scientifique. Donc on a besoin de rajouter comme ça, parce qu'aujourd'hui sur Facebook tous les likes se valent. Et puis y compris ceux des robots, y compris ceux des manipulateurs russes, etc. Donc on voit bien qu'il y a tout un tas de problèmes par rapport à ça. Donc on a besoin de trouver des formes collectives d'évaluation de ce qu'on apprend le mieux, à quel endroit. Hein, je reprends l'exemple de la médecine. Ce qu'on apprend au lit du patient, eh ben, on ne l'apprend pas dans un amphi. Et c'est vrai pour tous les métiers. Dans chacun de vos métiers, vous savez ce que l'on apprendra éventuellement en ligne, ce que l'on apprendra éventuellement uniquement dans le face-à-face, avec le client ou avec ses collaborateurs. Et puis à titre individuel, il y a des choses qu'on apprend que dans sa famille. Il y a des choses, on ne peut pas faire une conférence sur ce que c'est que de devenir parent. Je veux dire, ça se vit. Éventuellement, ça se commente, etc. Mais on doit pouvoir faire des sciences participatives de ces nouvelles manières d'apprendre. Et on doit pouvoir, ça existe dans plein d'autres domaines, inventer des modalités qui font que l'intelligence collective de tous est mise au service de celle de chacun pour qu'on puisse progresser au moins aussi vite que les machines progressent. Et on a besoin de travailler sur qu'est-ce que c'est qu'un être humain. C'est toujours été une question intéressante. C'est toujours plus pertinent à l'heure où les machines progressent très vite. Alors ce travail justement d'acquisition de nouvelles compétences, de formation, il concerne bien entendu les salariés, il concerne aussi les dirigeants d'entreprise et pour ça le MEDEF a mis en place tout un panel de formation. Olivier Midière, si vous pouvez nous en dire plus. Oui, mais je vais essayer des 30 secondes qui me restent pour vous exprimer ça. Non, il reste plus de temps que les 30 alors, secondes. Alors premièrement, j'aimerais faire passer un message, c'est qu'il faut avoir un langage peut-être moins anxiogène autour de toutes ces thématiques, et j'ai entendu beaucoup de menaces, j'ai entendu beaucoup d'emplois qui vont disparaître, etc. C'est surtout des évolutions qu'il va y avoir, il faut s'adapter à ces évolutions. Et je pense que c'est important tant pour les salariés que les dirigeants d'avoir ce type de langage. Beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui existent déjà aujourd'hui et sont en action. Je pilote une coalition de 60 acteurs publics et privés qui s'appelle la French Digital Skills and Job Coalition, qui est rattachée à la Commission européenne, et énormément de laboratoires, de clusters, de choses sont faites sur les territoires. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut surtout aujourd'hui passer à l'action. Il faut arrêter de réfléchir, de faire des groupes de travail, de faire des rapports, de faire des observatoires, et c'est ce qu'on a essayé de faire au MEDEF depuis 2 ans pour former les dirigeants, avec un campus digital qu'on a lancé, puisqu'on s'est bien aperçu que le dirigeant de TPE-PME dont on parlait tout à l'heure, son problème c'est d'accéder en termes de temps, d'espace-temps, à de la formation, et puis ensuite à de la formation adaptée à ce qu'il a besoin d'apprendre. Et il se trouve que c'est vrai que le MOOC est exceptionnellement bien adapté pour lui, en situation de déplacement, de mobilité ou chez lui, pour le faire. J'ai quelques chiffres sur l'utilisation des MOOC et de la plateforme numérique du MEDEF. Ça se déroule essentiellement le week-end ou le soir, mais c'est sur des périodes de 30 à 45 minutes de suite. Il y a eu... Chaque apprenant a passé plus de 12 heures aujourd'hui sur la plateforme. On a plus de 1500 chefs d'entreprise qui sont en permanence connectés au MOOC. Donc on sent on a 120 nouveaux apprenants par. Ce sont des chefs d'entreprise, hein, puisque ce ne sont pas des collaborateurs, mais qui sont connectés au MOOC chaque semaine. Donc on voit bien que le système marche. Donc il suffit d'agir maintenant, de le déployer, de communiquer. Et je pense que c'est bien de réfléchir, mais là, il faut agir, vraiment. J'étais à New York il y a quelques mois, ils agissent à New York. Ils agissent comment? Ils ont pris, le maire de New York a décidé de mobiliser les universités, les entreprises comme Facebook, Google, etc. Et il leur a demandé de prêter leurs locaux tous les soirs, de les ouvrir, en mettant des ingénieurs à disposition pour former des citoyens au numérique. Et ils ont formé 5000 personnes comme ça, sur cette base-là. Ce que je veux dire, c'est que durant cette université du numérique où il y a des débats très intéressants, il faut aussi toujours revenir sur le point focus de l'action, ce que fait déjà Corp Academy depuis 3 ans, 4 ans. Il y a des dizaines de milliers d'apprenants. Enfin, on est vraiment dedans déjà. Il ne faut plus se poser de questions. Deuxièmement, sur ces nouvelles captures d'acquisition du savoir, il faut penser aux 4 milliards de pauvres qui sont sur le bottom of the pyramide et les 2 milliards de classes moyennes qui arrivent, qui ne sont pas chez nous, qui ne sont pas en Europe. Et c'est aussi des moyens pour les aider à se développer et éviter d'avoir 500 millions de migrants en Europe dans 30 ans. Ça veut dire que, au-delà d'être pour nous un moyen d'apprendre, c'est un moyen également d'aider, de co-développer, d'influencer avec la langue française associée à ce type d'outils, et qu'il faut qu'on aille tout de suite dans ces régions-là. Il ne faut pas attendre non plus. Donc voilà, ne pas être anxiogène, agir,
parce qu'on a les outils et qu'on peut agir. J'ai vu avec la coalition que finalement le problème sur lequel on travaille, parce qu'énormément de choses existent, c'est pas d'essayer de refaire une évaluation ou un état des lieux, c'est parmi toutes les initiatives qui sont prises, entre PIX, entre ce que va faire le COPANEF pour les branches au niveau des référentiels ou certificats, en ce qui concerne les étudiants, comment on peut donner de la cohérence à tout ça, un parcours global, une lisibilité parmi toutes ces initiatives pour qu'on parlait de certificats. Quelqu'un qui a besoin d'un certificat, il puisse avoir un certificat qui va lui servir dans un autre, être reconnu par une autre institution ou un autre monde, etc. Donc on travaille plus aujourd'hui sur, je dirais, des choses très pragmatiques et j'allais dire praxéologiques, c'est-à-dire de la science de l'action, comment on fait, pourquoi et qu'est-ce qu'on doit faire. Donc voilà, j'encourage tout le monde à passer réellement à l'action. L'outil dont on parle, le MOOC, nous, c'est tout simple, mais il est en complément de la présentielle. Évidemment, le MOOC sert à intéresser le chef d'entreprise pour ensuite aller dans un programme d'incubation où là, il va avoir des formateurs en temps présentiel. Et on a monté un programme qu'on lance et qu'on va expérimenter d'ici 2 mois d'incubation d'une dizaine de chefs d'entreprise qui se déroule sur 32 jours. Plusieurs fois dans l'année, c'est sur 4 mois, 2 fois 4 jours par mois, le week-end compris, mais où là, il va vraiment apprendre sur la base du MOOC à transformer son entreprise et à ressortir avec un modèle de transformation. Ce type de programme d'incubation est indispensable en complément d'un MOOC ou d'autres choses. Je vais finir sur 2 choses. Les skills dont on parle. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, on parle de PME industrielles, etc., vous avez des métiers techniques, des métiers d'opérateurs, etc., qui sont des métiers dont vous ne pourrez pas faire évoluer les compétences ou savoir ce qu'il va y avoir avec le numérique si vous êtes hors sol. Il faut être dans la transformation de l'entreprise. Donc c'est en engagement la transformation de ces PME industrielles, notamment par le numérique et l'intégration d'intelligence numérique dans les produits, que vous arriverez à pouvoir requalifier. Si j'ai fait des béquilles et que je décide de faire des béquilles intelligentes, mon gars qui faisait l'emboutissage de la béquille, il va falloir qu'il évolue dans sa compétence et peut-être qu'il mette un capteur ou qu'il... Bon, vous ne pouvez pas lui apprendre comme ça et le décider dans un cours ou vous le ferez parce que dans la transformation de l'entreprise, on voit que... Donc les OPCA, tous les organismes de formation, les acteurs doivent suivre ce mouvement pour dire, OK, dans la transformation au niveau d'une région, on vous met ce qu'il faut pour adapter les compétences de ces professionnels verticaux. Puis vous avez les compétences transversales, marketing, RH, comptabilité, administration, gestion. Celles-ci, c'est les mêmes dans toutes les entreprises, quel que soit le secteur. Vous pouvez bâtir aujourd'hui des certificats, des socles de compétences très facilement, et il y a déjà beaucoup de choses qui existent, pour ensuite les diffuser auprès de ces publics collaborateurs dans les entreprises. Donc il faut distinguer les deux, et il faut savoir quel type d'action on mène, évidemment, pour répondre aux 2 défis. Mais franchement, le défi des compétences transversales n'est vraiment pas compliqué à relever. Enfin, on sait exactement comment un homme du marketing aujourd'hui doit, à 40 ans, une femme du marketing, utiliser des newsletters, les réseaux sociaux. Enfin, on a la connaissance. Donc après, la diffuser, comme le fait Corp Academy chez L'Oréal ou dans d'autres groupes, c'est faisable. On sait le faire. Donc franchement, je pense qu'il faut être beaucoup moins anxiogène. Il faut passer beaucoup plus dans le plan d'action maintenant, mettre des moyens. Il y a 15 milliards qui sont prévus dans le cadre de plan d'investissement dans les compétences qui est donc piloté par Estelle Sauva. Donc franchement, je suis extrêmement positif, mais j'encourage tout le monde à arrêter d'être dans le thinking et plutôt de passer maintenant au mode action, acting. Merci beaucoup Julien Fanon, peut-être pour une toute dernière réaction. Je pense qu'on pourrait continuer cette table ronde pendant encore 1 heure, voire plus. Mais donc, ce que je retiens effectivement, c'est que c'est pas tant un enjeu de nouvelles compétences, de nouvelles technologies. Ce qui est important, c'est premièrement n'oublier personne, que ce soit effectivement les PME, les territoires. Il y a vraiment un enjeu d'inclusion de tout le monde. Donc le passage à l'action et la cohérence dans les différentes actions déjà disponibles. Le focus évidemment sur aussi les compétences douces. On a beaucoup parlé d'éthique, de cybercitoyenneté. Donc ça, je pense que c'est des notions indispensables aussi à garder en tête. Et puis cette notion de constante évolution, de se reposer en permanence la question de comment j'évolue et comment je me maintiens à jour, à la fois en tant qu'individu, qu'entreprise et en tant que dispositif de formation. Merci beaucoup. Il est temps de conclure cette table ronde et de laisser la parole à Mounir Majoubi, qui est secrétaire d'État au numérique et à l'innovation. Merci à tous.